arrêter un truc qui marche et que tout le monde a validé pour tout transformer par de l'IA sans savoir ce qui va se passer. On n'en a rien à foutre d'eux. On arrête de penser créa ou fric, mais on pense innovation. 10, 15, 20 000 balles de profit par mois, c'est facile, en fait, vous pouvez largement le faire. Et de l'autre côté, en fait, t'es confronté à une population qui crève de faim actuellement. Yomi Denzel, c'est le mec qui réussit à rendre tout le monde millionnaire, mais pas tant que ça. Antoine BM, c'est vraiment le libertaire, moine bouddhiste du capitalisme. Il a quand même construit un putain de lance-flamme. Ce podcast est édité par Coleman Media, un label de podcasteurs spécialisé pour les coachs, les professions de l'accompagnement, les consultants. Valérien, comment tu vas ? Ça va super, et toi, Jérémy ? Bah écoute, très très bien. C'est toujours bizarre ce moment où on se demande comment ça va alors qu'on est ensemble depuis une demi-heure. Mais bon, je suis avec toi aujourd'hui pour parler du crayon, de tout l'envers du décor aussi. La première chose que je voudrais te demander, c'est est-ce que tu pourrais un peu nous parler de la genèse du crayon ? Comment vous avez eu l'idée ? Pourquoi vous avez décidé de le monter comme ça ? Et comment s'est fait le début en fait ? En fait, c'est bizarre parce qu'il y a deux approches. Il y a une approche ultra humble, modeste et toute petite qui est de se dire ça doit pas être si compliqué de réussir à créer du contenu débat intéressant, viral, mass market en fait, tu vois, vraiment genre mainstream. Et d'un autre, il y a un truc beaucoup moins modeste et beaucoup plus ambitieux de se dire je pense qu'il est possible de créer une vraie grosse boîte dans les médias. Et en fait, c'est les deux, et les deux sont nés même dès le début. Donc, le crayon au début, c'était plus un projet fin d'études. Moi, j'avais déjà monté 2 boîtes avant, et Sixtine avait, qui était donc ma sœur et associée, qui était en fin de lycée, début des études, disait mais en fait, les gens de ma génération, donc elle parlait de la sienne, mais ne connaissent rien en politique, ne connaissent rien de comment fonctionne la société. Et je pense que ça serait vachement intéressant, en gros, de pousser cette logique-là. Et finalement, en discutant, en travaillant sur l'idée ensemble, on s'est rendu compte que le débat était vraiment là où il fallait qu'on se mette. Et donc du coup, on est parti de cette idée de comment on va réussir en fait, à créer du média à notre génération. Donc évidemment, full réseaux sociaux, full vidéo, avec une approche toujours très basée sur la performance en tant que... on fait pas ça pour que ça fasse 2 vues, quoi. On fait ça parce qu'on a envie que ça soit vraiment genre... quelque chose de massif, quelque chose de mainstream. Et on a eu du coup et cette chance et en même temps cette confirmation marché très vite, parce que même si jamais on a évidemment, comme n'importe qui s'est lancé sur internet, eu cette phase où tu fais 100 vues, 200 vues, 300 vues par vidéo, en fait ça n'a pas duré tant que ça, parce qu'au bout de quelques mois on a fait une vidéo qui a explosé tous les scores avec le débat entre Julien Rochdy et Better Self, qui est devenu assez famous sur internet. Et en fait à ce moment là on a vraiment compris que si tu mettais des leaders d'opinion en désaccord et que tu les faisais débattre, il allait se passer quelque chose de dingue. Parce que tu allais enfin avoir les discussions que beaucoup de gens, dont moi, en attendaient, c'est-à-dire qu'est-ce que 2 personnes pas d'accord qui parlent à des centaines de milliers de personnes se disent si elles sont dans la même pièce. Qui est vraiment la thèse initiale de ce qu'on a voulu faire. On a énormément de chance, parce que Julien Rochdy a dit oui, alors que c'était juste un mail envoyé au hasard, parce que My Better Self était la copine de Jules, donc notre associé. Donc on avait cette possibilité de le faire. Et après, partant de là, on a continué le courage, on a continué toute la ténacité qu'il faut pour prendre le truc, mais on avait gardé cette confirmation assez rapide que ce qu'on faisait pouvait être massif. Donc on a vraiment eu ce truc modestie de ça doit pas être si compliqué de faire un truc intéressant, parce que si tu mets ça plus caméra égale contenu cool, tu vois, en vrai. Et en même temps le truc ambitieux de se dire comment on va vraiment créer les grands débats de notre génération, tu vois. Moi, il y a un truc qui m'a étonné, et je regarde de temps en temps les débats que vous faites sur le crayon, c'est que vous avez réussi à amener des gens en général assez extrêmes dans leur position face à quelqu'un d'autre de tout aussi extrême qu'eux, et qui parle en fait, qui parle vraiment. Et ça, c'est un truc qui est ultra étonnant sur internet aujourd'hui, à l'ère du buzz, à l'ère des gens qui se gueulent dessus. À la télé, on est quand même éduqué à des débats où personne laisse parler personne et où ils s'insultent. Et vous avez réussi à créer 2 personnes profondément opposées qui discutent sans s'insulter, a priori quand même, au moins la majorité du temps. Ouais. Et comment ça se fait que vous avez réussi à créer ce climat qui permet l'échange avec des personnes si opposées ? Et parce que je pense que l'univers médiatique tel qu'il a été construit pousse les producteurs d'émissions, les animateurs à faire du buzz. Je le pense sincèrement. Et pas de manière malveillante. Ils se disent pas « haha, on va faire du buzz ». Ils vont se dire « haha, on va faire des belles séquences ». Et sauf qu'en fait, la logique belle séquence aujourd'hui, elle est vue sous le prisme un peu
zap télé vénère que tu vas trouver sur Internet. Ça, c'est une belle séquence dans les yeux de beaucoup de gens dans le monde des médias aujourd'hui. Et pourtant, il y avait un contre-modèle. Et il existait déjà, il existait avant nous. C'était un modèle comme Thinkerview, où tu as en fait des gens sur du temps long qui vont produire de l'intelligence. Thinkerview, ils font 2h30 avec des experts inconnus et ça fait 1 million de vues. Donc c'est bien qu'il y a un public pour ça, c'est bien qu'il y a des gens qui regardent ce genre de choses. Et donc en fait, tu te dis, la matrice, elle est sur l'attention des gens. C'est quel degré d'attention tu vas réussir à récupérer des gens. C'est ça la guerre des réseaux sociaux, c'est la guerre du contenu. Et en proposant des conversations entre gens pas d'accord, mais plus calmes, tu crées paradoxalement quelque chose d'un peu plus fou aujourd'hui. Parce qu'on a été habitué aux chaînes d'infos en continu, au TPMP ou autres, où en fait ça va être la baston, quoi. Tu vois. Ça va vraiment être ce truc. On a envie que ça parte en vrille. Ils les invitent pour ça d'ailleurs. Et quand Ils les invitent pour ça, ils les invitent pour ça. Quand les invités ils veulent avoir un discours mesuré, limite ils les refusent sur le plateau en fait. Ouais. Exactement. Et d'autant plus quand le discours va être là pour construire à deux une réflexion et tout ce qui va avec. Alors que je suis convaincu que si jamais, au lieu de le prendre sur le côté, on va dire un peu télé-réalité où ça se gueule dessus, tu le prends plutôt dans le sens, on va dire, un peu inverse, mais genre ça construit de l'intelligence ensemble, ça intéresse en fait beaucoup de monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette quête en fait de je sais pas, une plus grande vérité ou une idée plus précise d'un sujet et tout ce qui va avec. Donc tu vises pas nécessairement les mêmes publics, mais tu vises un public à qui on ne parle plus beaucoup, un public qui va regarder des documentaires, un public qui va regarder des films, un public qui va vraiment essayer de s'ouvrir. Et donc du coup ce public là il est moins destiné à faire, on va dire 10-15 millions de vues sur un buzz top tweet, tu vois, mais à faire bien 500 000 ou 1 million sur YouTube et peut-être 3-4 millions sur TikTok, parce que ça va être vraiment une nouvelle idée, un nouveau truc. Et puis parfois le côté juste what the fuck d'avoir des gens qui sont dans une conception intellectuelle différente ou dans une vie, un parcours, parfois même des tenues, des vestimentaires, des looks différents, et qui du coup vont rien que par ça donner ce truc de c'est marrant, quoi. C'est vraiment ce truc de se dire, si on arrive à faire que des choses intelligentes, on arrive à les vendre en mode genre, c'est marrant, plutôt que de ouais, c'est la bordel, c'est la guerre. Ouais, c'est peut-être pas le meilleur moyen de le marketer en fait. Je pense qu'il y a vraiment même une approche marketing différente là-dedans. C'est-à-dire on vise moins les gens qui sont fans de fight, qui sont fans de baston, mais on vise un peu plus les gens qui sont fans de contenu long, lent, intellectuel, quoi, tu vois. Tu penses que le temps de parole que vous donnez à vos invités, qui savent que quand ils viennent chez vous, ils vont vraiment pouvoir s'exprimer, qu'on va pas leur couper la parole, que ça va durer longtemps, qu'ils vont avoir le temps de développer leurs propos, ça amène aussi ces discussions plus mesurées ? Ouais, ça je suis convaincu. Je suis archi convaincu. Et je le suis d'autant plus depuis que je fais pas mal de télé et de radio. La télé et la radio a vraiment ce modèle où tu n'as pas beaucoup le temps de créer une pensée sur 5 minutes, de créer un raisonnement sur 5 minutes. Et donc du coup, en fait, ça empêche de pouvoir vraiment aller un niveau ou 2 niveaux plus profonds dans la réflexion. Et c'est pas un problème en soi, parce que beaucoup d'émissions de télé n'ont pas vocation à répondre à ça. Beaucoup d'émissions de télé ou de radio ont vocation à réussir à comprendre en peu de temps quelques informations clés pour retenir une actualité. Okay. Et ça va être le modèle chaîne d'infos en continu dont je parlais tout à l'heure. Mais le truc, c'est que de ça ont émergé une génération qui en a eu un peu ras-le-bol, qui est plutôt notre génération, et qui a envie de plutôt réussir à avoir des choses peut-être moins actuelles, moins breaking news sorties ce matin, mais qui va pouvoir durer sur une semaine, sur un mois, sur une année, dans une réflexion. Et je le vois bien, moi à la télévision, je fais parfois cet effort conscient de réduire mon raisonnement qui allait durer 3 minutes ou 5 minutes et de le réduire à son extrême essentiel de 60-90 secondes, tu vois. Compliqué de faire retenir un raisonnement un peu cohérent et pertinent. Tu regardes, tu vois tous les podcasts, celui que tu fais, mais tu vois les Joe Rogan, les Full Send podcasts aux États-Unis, tu réussis à avoir des gens qui sont des entrepreneurs, donc qui ont littéralement un but fric, tu vois. Leur seul but, c'est d'être des capitalistes dans la société, et qui pourtant réussissent à produire des raisonnements. À produire des raisonnements sur la société. Si on faisait ça, peut-être qu'il se passerait ça. À produire des raisonnements sur la technologie.
si on va jusqu'à tel niveau, on risque d'avoir tel problème, tu vois. Et on le voit avec des Shamat, je vais pas essayer de dire son nom de famille, je vais pas y arriver, avec All In Podcast, on le voit avec Naval Ravikant, on le voit avec des Gary Vaynerchuk, etc. Ouais. Des gens qui ont réussi à développer du média très court, moyen, très long, qui sont des entrepreneurs qui sont là pour gagner de l'argent. Pourtant, de par leur parcours entrepreneurial capitaliste, ils ont développé des idées, ils ont rencontré des gens, ils ont été exposés à des points de vue, et donc en fait, ils peuvent partager des choses si on leur donne le temps pour justement le faire en fait. Et c'est ce que vous avez réussi à faire. C'est exactement ça, et je dirais même que c'est des gens dont la racine même de la notoriété se base sur du contenu long, vient du respect qu'on va leur accorder parce qu'on a une forme de confiance pour leur intellect, tu vois. Et c'est un truc, à l'ère où le média devient un sujet vraiment important, à l'ère où le média devient un sujet de tous les jours, ou de n'importe qui, ou toi comme moi, on peut aller faire des stories Instagram ou créer des podcasts, réussir à montrer que tu as de l'intelligence, que tu as de la compétence, que tu as de la profondeur, ça vaut en fait beaucoup plus cher que de réussir à prouver que tu peux être viral. Parce qu'en fait, par le côté viral, tu crées de la notoriété, ok, on sait presque ce que tu fais. Mais en fait, les gens n'ont pas confiance en toi, ils n'ont pas confiance en tes capacités. Et qu'est-ce qui a fait le succès d'un Naval Ravikant, ou d'un Gary Vee, d'un Joe Rogan? C'est la capacité à montrer en fait son endurance intellectuelle, en fait, un peu. Et donc du coup, ça crée de ce qu'on appelle en rhétorique l'éthos, donc c'est-à-dire en fait l'image publique que les gens ont de toi. Et cet ethos-là, c'est en fait une forme de gage, une forme de monnaie, une forme d'équivalent crédibilité que tu auras sur toi, et c'est ça qui va faire de la conversion sur des ventes quand tu fais du business, ça qui va faire du gain d'abonnés quand ton jeu c'est d'avoir des grosses communautés sur les réseaux sociaux, ça qui va faire on va dire le fait qu'on va t'inviter pour être dans des événements, être ton conférencier ou autre, parce que tu as ce gage de crédibilité de réussir à produire de l'intelligence sur le temps long, tu vois. C'est ce qui va faire qu'un Idriss Aberkan, il fait une vidéo sur un sujet où je pense qu'un article de presse fait 2000 clics, il fait 500 000 vues, tu vois. Ouais, moi, ce qui me fascine, c'est même des Jordan Peterson qui faisaient à l'époque des cours à l'université où il n'y avait pas tant de gens que ça. Et aujourd'hui, qu'on soit d'accord avec ses idées ou pas, on s'en fout. Sur un cours sur la jeunesse de Dieu, il fait 10 millions de vues, quoi. C'est ouf. C'est ouf. Et c'est des cours de 3 heures à l'université avec un son dégueulasse et une caméra qui est ultra lointaine au fin fond de l'amphi. Et ça veut dire qu'il y a un public pour ça, quoi. Il y a un méga public pour ça. Mais il y a un gros public pour la vulgarisation de manière générale. On ne se rend pas compte, mais nous c'est ce qui a au crayon, c'est ce qui nous a inspiré le plus. C'est le truc le plus important devant le divertissement, devant tout ça, c'est vraiment les vulgarisateurs. Toute la vague Fossoyeur de films, Nota Bene, Y Penser, Axolot, tous ces trucs-là, tu vois, toute cette team-là. Et nous, en fait, ce qu'on en a retenu et tiré le plus, c'est que le prof en tant qu'expert est devenu de plus en plus un explorateur vulgarisateur, tu vois. Et donc, en fait, c'est quelqu'un qui est passé de je dois dire toute la vérité, rien que la vérité, de la manière la plus pointue, et passer de ça à quelqu'un qui dit je dois faire en sorte que tout mon public puisse comprendre quel est le fondamental de mon sujet. Et ça a un vrai changement, parce que c'est aussi un vrai changement pour les entrepreneurs et pour la communication des entrepreneurs. Parce que les entrepreneurs, du coup, ils sont passés de je dois montrer que ma boîte, elle est très solide et que je suis très fort dans ce que je dis, à il faut que j'embarque un public en disant voici ce que je fais, voici comment je le fais, voici pourquoi je le fais, voici ce que vous pouvez en tirer. C'est passé de vraiment d'une différence où on veut des gens qui sont, en tout cas, les gens se comportent comme des experts infaillibles, à voici ce que je peux vous apporter avec les connaissances que j'ai réussi à acquérir sur le terrain. Et tu as eu un shift incroyable avec ça. Rad LinkedIn, où en fait tout le monde dit faut apporter de la valeur, faut apporter de la valeur, faut apporter de la valeur. Mais faut apporter de la valeur, c'est pas juste une manière de faire des likes sur un algo. C'est parce que les gens se disent ok, je te suis parce que grâce à toi je vais apprendre des trucs. Créer de la relation, J'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup de vulgarisateurs à l'ère de YouTube qui transforment leur montage et leur format, quelque chose de très putaclic qui s'inspire du divertissement, à la MrBeast, qui est très bien, qui a sa place dans l'écosystème, mais ça me désole un peu de voir des vulgarisateurs qui ont énormément de choses à apporter faire des formats ultra avec du jump cut de tous les côtés, du divertissement, etc. Quand de l'autre côté, en fait, je vois que vous avez été capable de jouer quand même avec l'algo de YouTube et de jouer le jeu de YouTube, mais parce que vous avez marketé vos formats, marketé vos invités, marketé vos sujets, mais que derrière, par contre, on a un temps long, avec de la vraie conversation, avec pas des trucs qui explosent de tous les côtés pour que le spectateur il reste plus longtemps.
Et ça, j'ai l'impression que c'est un format qui est plus tenable pour les entrepreneurs, parce qu'en général, les entrepreneurs qui ont envie d'apporter du savoir, de créer de la relation, et donc de faire du business, ils n'ont pas envie de se transformer en MrBeast, ils sont plus capables de se projeter dans « Ok, je vais devenir quelque chose qui ressemble au crayon, mais version ce que moi je fais dans mon sujet ». Qu'est-ce que tu penses de ça ? Comment coexistent les deux formats et selon toi, lequel a le plus d'avenir ? Les modèles qui coexistent le plus entre les deux, c'est Yomi Denzel et Iman Gadzhi. Ouais. Où tu gardes cette logique de assez cuté, assez produit, le côté un peu ça va vite et tout, c'est un peu stressant. Enfin, même Iman Gadzhi, il a quand même clairement une verticale complotiste dans son marketing. Ouais. Donc, sans dire que ce qu'il dit est forcément erroné, hein, mais il y a quand même vraiment quelque chose dans le format qui est très produit comme MrBeast, tu vois, comme tu disais. Et d'un autre côté, tu te retrouves à avoir le côté un peu contenu plus long, contenu de fond. Yomi Denzel a fait toute une vidéo sur la dépression que je trouvais très réussie, qui apportait vraiment de la connaissance. Moi, je pense que c'est une question d'audience, en fait. Je pense que ce que veut absolument conserver Yomi ou Iman Gadzhi dans ces formats très MrBeast, ils veulent absolument conserver les jeunes, en fait. Ouais. Les jeunes 16-20 ans, qui sont du coup plutôt des gens très bagnole de luxe, compte de motivation, enfin qui ont été bercés dans cette génération-là. Je pense que ce que nous on vise, inévitablement avec ce qu'on fait, hein, mais c'est pour l'instant en tout cas un peu plus CSP+, tu vois. Ouais. C'est un peu plus gens éduqués, gens qui ont fait, qui aspirent à la connaissance, qui sont très curieux et qui sont pas curieux en tant que ROI. Ils sont pas là, je regarde une vidéo en me disant est-ce que cette vidéo-là va me permettre de gagner 1 000 € de plus par mois. Ouais, okay. Elles vont me dire est-ce que cette vidéo-là va me permettre de faire de moi quelqu'un de plus compétent, de plus renseigné, de plus cultivé, qui comprend mieux le monde. Et donc en fait, nous, si jamais le crayon avait été beaucoup plus dans une logique entrepreneuriale, j'arriverais à te le justifier d'un point de vue business. Si tu comprends mieux la société, si tu comprends mieux les idées, si tu comprends mieux les opinions de chacun, tu peux réussir à utiliser ce paysage des idées pour réussir à placer ton business dans ce paysage des idées. Sur le paysage de la liberté, sur le paysage de la conquête, sur le paysage de l'ambition, sur le paysage de la sécurité. Tu pourrais réussir à vendre ça dans un paradigme d'idées. C'est juste que tu es sur un niveau et un cran peut-être au-dessus, un cran un peu plus métaphysique, tu vois. Okay. Et que je trouve que Yomi Denzel, Iman Gadzhi et compagnie, sur leur côté produit à la MrBeast, ont encore un peu ce truc de tac, on va aller chercher ce côté très flashy, putaclic, mass market, les 18 conseils et tips pour devenir millionnaire. Ok. Sauf que tu pourrais retourner, tu vois, ce 18 tips pour devenir millionnaire à 3 habitudes qui font de toi quelqu'un d'une rigueur sans faille. Et tu vois, si tu fais ça, tu vas faire peut-être 2 fois moins de vues. En revanche, ton public, il va toucher même des gens qui sont pas, je vais pas dire déjà millionnaires, mais qui ont déjà ce truc de oui, mais être millionnaire, c'est pas la question première. Ouais. Tu vois. Et donc, du coup, tu touches des gens qui, selon moi, en termes de proportion, ont plus de chances même d'être millionnaires, d'être ce que tu veux, parce que pour eux, ils sont pas dans l'objet brillant de yes, je vais gagner de l'argent et tout. Ils sont dans le je sais que avec les compétences que je vais développer, la culture, la curiosité que je vais développer, je vais très bien réussir ma vie. Et après, les chiffres suivants. Tu vois. Ouais, donc c'est avant tout une histoire de cible. Quand tu adresses du je veux devenir riche 16-25 ans, tu es obligé de beaucoup plus cut, beaucoup plus monter, chercher beaucoup plus de la viralité, du putaclic, etc. Alors que si tu adresses un public plus âgé, par exemple, et plus développé dans la vie, finalement, ou plus développé en termes de développement personnel, etc., tu vas sûrement faire moins de vues, mais tu peux avoir des vues tout aussi qualies, avec des formats peut-être un peu moins travaillés, mais plus pensés. Et on le voit par exemple avec des choses, et encore, Marketing Mania, ça reste quand même à des gens qui sont plus éduqués au sujet marketing, au sujet internet, au sujet de l'argent, etc. Et pourtant, il arrive quand même à faire des formats qui font des vues, qui font du clic et qui font un peu de viralité. Hein. Ouais, pour moi, Marketing Mania, c'est une des plus grosses masterclass là-dessus parce qu'il reste dans le côté je vais plus loin que la facilité. Parce qu'en fait, dans ce que je dis sur Yomi et Iman Gadzhi que tu pourrais comparer à MrBeast, tu vois, il y a ce côté un peu facile parfois. Je critique pas du tout le travail, hein, mais c'est juste il y a un côté vraiment vulgarisé en mode genre c'est expliqué vraiment à quelqu'un. Donc en fait quelqu'un comme moi et quelqu'un comme toi, on sort d'une vidéo d'Iman et de Yomi sans avoir non plus eu de révélation intellectuelle, tu vois. Ça m'arrive d'en avoir en regardant une vidéo de Stan Leloup de Marketing Mania. Ça m'arrive vraiment profondément.
Et je pense aussi qu'il y a une question de spécificité versus généraliste, Ouais. tu vois. Plus tu es généraliste, plus tu dois dire des choses banales, en fait. Et ça, c'est très aisé à comprendre. C'est qu'à partir du moment où tu es généraliste, tu dois être dans le niveau... Tu pourrais faire des cercles. Tu fais des cercles en fonction de ton discours, et plus ton cercle il est large, plus tu parles à un grand nombre de personnes. Bah en fait, si ton cercle il est large, par définition, ton propos, il va être commun. Dans le sens limite de la définition du dictionnaire de commun, Ouais. tu vois. Et après, plus tu réduis dans un sujet ou dans une niche, plus ça va être spécifique. Parce qu'il faudra des bases pour comprendre ton propos, au lieu de juste être compréhensible par n'importe qui. Et ça, en fait, on ne mesure pas l'importance que ça a. Je m'en suis beaucoup rendu compte parce que je fais quelques posts sur Instagram un peu en mode genre visualize value. Je sais pas si tu vois. Des posts où tu expliques des choses de manière imagée. Le post qui, selon moi, avait le plus de valeur ajoutée dans cette logique-là, c'était un post de 4 leviers selon Naval Ravikant. Ouais. Tu vois. Donc l'humain, le robot, l'argent et le média. Ce post-là, il a fait moins de likes que tous mes autres posts qui étaient pourtant beaucoup plus faciles, tu vois. Beaucoup plus faciles, intellectuellement, beaucoup plus communs. Et en fait, c'est parce que ce post-là, il demande une certaine nécessité de compréhension des mécanismes de l'argent, des mécanismes du capitalisme, des mécanismes de fonctionnement de la société humaine, tu vois. Parce qu'il faut réussir à comprendre comment l'utiliser, comment le concevoir. Et en fait, les gens sont moins prêts à ça. Cherchent moins ça, en fait. Donc réussir à le marketer au grand public, c'est toujours réussir à l'apporter selon l'aspiration. Et là-dessus, il y a vraiment quelque chose que je trouve vachement intéressant qui pourra peut-être aider les gens à faire du contenu plus mass market tout en étant niché ou sur une thématique, c'est de prendre le sujet d'attention principal. Typiquement, très récemment, on a eu ces sujets je sais pas, de guerre en Ukraine, de ce que tu veux. Et donc du coup, je vais dire, négocie comme Vladimir Poutine. Et là, tout d'un coup... Victor Ferry le fait très bien, ça. Exactement. Victor Ferry le fait très très bien. Et tu pourrais aller réfléchir sur plein de trucs. Et tu pourrais le prendre de pas mal d'aspects même. Les 6 raisons, les 6 choses à savoir sur, je sais pas, on va dire, l'économie ou la bourse à cause de, je sais pas, la guerre en Ukraine. Et là, tu peux faire une vidéo de finance. Et tu peux faire plein de choses en fait autour de... Il y a une zone d'attention qu'a la société. Ouais. Où est-ce que je peux placer mon expertise sur cette zone d'attention ? Et ça me permettra d'augmenter considérablement l'intérêt qu'on va porter à ma thématique, parce qu'on a déjà un intérêt porté à comment ma thématique traite un sujet. Tu vois. Et ça, c'est vraiment un truc assez puissant. C'est hyper intéressant, parce que c'est la question que je voulais te poser. Un entrepreneur qui a pas encore une boîte de taille stratosphérique et qui veut se lancer, développer du média, que ce soit un podcast, que ce soit des vidéos YouTube, etc. J'allais te demander comment est-ce qu'il doit faire, mais finalement, tu nous as déjà répondu. Prendre son sujet d'expertise, le connecter avec les intérêts du moment de la société et faire une vidéo du coup mi-divertissement, mi-éducative où tu vulgarises, où tu amènes des choses longues et où tu leur proposes éventuellement donc de basculer sur une newsletter ou sur un format plus long où tu vas plus loin. C'est exactement ça. Mais le modèle est déjà fait pour le coup. Moi, je l'invente pas. Hein. C'est juste ce que je constate. Victor Ferry, Marketing Mania, Antoine BM, quoi, en fait. Ouais, c'est un peu les 3 gars. En plus, ils sont assez potes, les 3 entre eux et tout. C'est les 3 gars qui appliquent la même stratégie ou une stratégie similaire et qui est une très bonne stratégie. Moi, je suis très friand de leur contenu et je regarde encore toujours. Alors que ça fait pas mal de temps que je les suis, mine de rien. Donc, de toute façon, il y a ce truc-là, je trouve assez puissant qui fonctionne. Et après, l'autre méthode, ça va aussi être d'être plus innovant dans les formats, dans le sens de créer des concepts. Les gens, ils cherchent parfois trop à se copier les uns les autres, de créer des concepts. T'as plein de concepts qui peuvent fonctionner, tu vois. Typiquement, sur le marketing, si jamais tu veux prouver que tu comprends le marketing, tu peux très bien créer une chaîne où tu ne fais que des mini-pubs détournées ou un peu cohérentes avec l'actualité, et tu montres comment tu réussis à faire passer des messages de com de manière volontairement humoristique ou what the fuck. Et après, tu fais une vidéo de décryptage sur en fait quel est l'intérêt de cette pub et pourquoi j'ai mis tel truc à tel endroit, tu vois. Je vois pas un truc comme ça qui existe. Comprendre son public, savoir ce qui l'intéresse. Moi, je le vois. Moi, je payerais clairement l'agence ou les formations ou tout ce que tu veux du mec capable de faire des pubs, certes détournées what the fuck, mais qui sont ultra impactantes et ultra pertinentes, tu vois. Ouais, avoir vraiment un truc qui tourne autour de son public. Moi, je le vois, hein, si tu veux, moi, mon entreprise s'adresse essentiellement aux coachs et aux thérapeutes. Et à un moment, j'ai eu un format d'interview que j'ai appelé Parole de coach.
Et c'est mon entreprise, donc elle vend du marketing, en gros, Ouais. pour simplifier. Et dans cette émission Parole de coach, on parlait de tout sauf de marketing. Et en fait, on parlait de comment être un bon coach, le marché du coaching, les dérives, les bonnes pratiques, les mauvaises pratiques. C'est un format qui était très regardé par mon public et que je produis encore une fois de temps en temps. Et il y a plein de gens qui m'ont demandé, mais pourquoi tu fais ça au lieu de parler de comment avoir des clients? Mais parce qu'en fait, comment avoir des clients, c'est un truc, c'est partout. Tout le monde dit la même chose. Il n'y a aucune... T'as aucun ADN d'entreprise et de marque par-dessus, alors que moi, je m'adresse à mon client cible avec ce qu'il veut savoir, à savoir comment être un meilleur praticien dans son approche. Et encore, j'étais sur un format très niché. Je pourrais faire un truc beaucoup plus mass market. Ouais, je suis complètement d'accord. Et puis en plus, tu vends parce que tu montres que tu les connais. C'est de la preuve sociale Ouais. en funnel de conversion. Mhm. C'est au moment où les gens se disent, bon, est-ce que vraiment je vais passer à l'achat? C'est là où il faut montrer les muscles, entre guillemets, Ouais, et ouais. montrer à quel point tu sais créer du revenu, tu sais créer de l'acquisition. Avant, le but, c'est de montrer que tu sais de quoi tu parles et que tu sais dans quel écosystème tu t'inscris. Et parfois, les gens sont veulent trop vendre vite. Et donc, du coup, enfin, c'est mon avis, hein. Mais du coup, on se problème de pas suffisamment montrer la partie et tout le côté je connais, j'adore et je suis capable d'évoluer dans le milieu dans lequel je bosse, quoi, en fait, tout simplement. Ouais, les entrepreneurs ont tendance à adresser des gens qui ont un niveau d'awareness où ils sont éduqués au produit, ils savent déjà qu'ils veulent acheter, ils cherchent juste le bon produit parmi les différents, au lieu de faire du média et de bâtir vraiment de la trace, de la confiance, et donc d'être à un niveau où tu as 90-99% de ton audience qui va pas acheter avant 3, 6, 12, 18 mois, mais par contre tu commences à créer de la relation avec eux, créer de la preuve sociale et surtout créer de la mémorisation, quoi. Nombre de fois où moi j'ai acheté un truc alors que c'était la 8e, 10e, 15e fois où j'étais exposé. Ouais, moi aussi. Juste parfois, il faut du temps, tu vois. Il faut du temps. Ça, c'est la courbe d'adoption de Rogers, hein. Je sais pas si les gens ils connaissent bien ça, mais tu as une courbe et en gros, ça t'explique comment fonctionne l'adoption d'un produit sur un marché. Et en fait, tu le vois bien avec les réseaux sociaux où en fait, on est 20 ans plus tard et nous, on accompagne encore des entreprises et des personnes pour s'en occuper parce qu'il y a encore un nombre de gens qui n'y sont pas ou y sont mal 20 ans plus tard. 20 ans plus tard, enfin 15 ans plus tard. C'est ouf. En vrai, quand tu y réfléchis, c'est ouf. T'as mis 15 ans à faire en sorte que des gens qui sont parfois natifs de ce truc-là l'utilisent et l'utilisent bien et l'utilisent vraiment. Et en vrai, ce sera pareil avec l'IA. Peut-être ce sera plus court comme horizon de temps, mais on dit l'intelligence artificielle, ça va remplacer tous les jobs. Oui, sûrement. Pas demain matin. Bien sûr. Tu vois, le temps que les organisations se transforment. Enfin, je crois que les gens ne mesurent pas, en fait. Il y a un paquet de choses qu'on peut faire depuis un paquet de temps, mais qu'on fait pas parce que juste on est dans un autre paradigme, tu vois. T'as une histoire de risque aussi, hein. Aujourd'hui, De par ouf, exemple, de ouf. on sait que tu as par exemple du montage court, du sous-titrage avec un peu de créa. Si tu sais utiliser l'IA correctement, ça va plus vite, c'est moins cher, c'est limite mieux fait. Sauf qu'en fait, je sais pas, moi, je suis Orange, je suis Coca-Cola. Comment est-ce que je vends à mon board que l'agence avec laquelle on travaille depuis 15 ans, on va arrêter un truc qui marche et que tout le monde a validé pour tout transformer par de l'IA sans savoir ce qui va se passer? Le mec qui prend cette décision, il va devoir l'assumer devant le board. Et si ça marche pas? Et donc en fait, il prendra pas le risque. Et donc c'est pour ça aussi que les courbes d'adoption, notamment avec les grosses boîtes, vont être ultra longues. Oui, oui. J'ai donné une conférence pour un organisme que je ne citerai pas par respect pour eux. On n'était pas en train de parler d'IA, hein. On était en train de parler de Lemlist et de Zapier, et déjà, Lemlist et Zapier, c'était de la science-fiction. Non mais vraiment, Lemlist et Zapier, pour eux, c'était de la science-fiction. Et on parle d'un truc sérieux, quoi. On parle d'une bonne institution bien costaud. Et en fait, c'est ouf à quel point le monde, il va à 3, 4, 5 vitesses différentes. Ouais, complètement. Et que les entrepreneurs qui ont bootstrap, ont commencé leur boîte dans le dur, en ayant cette approche très on va réussir à dégommer des marchés et tout ce que tu veux, mais elles ne mesurent pas que les grosses boîtes, elles sont déjà dans un jeu où leur système de financement et de monétisation, il est déjà rodé de chez rodé. Ça gagne de l'argent en respirant, les grosses boîtes. Donc en fait, est-ce que je vais risquer mon image parce que je vais faire un truc d'IA qui va me mettre le mauvais mot et je vais me retrouver avec sucer plutôt que susciter dans ma pub? Ouais. Ouais, tu prends pas le risque, tu vois. Et en vrai, même toi ou moi, qui sommes plutôt des entrepreneurs avec une grosse appétence pour le risque et tout, même nous, on le prend pas dans cette position, le risque. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que je sais exactement quelles IA pourraient faire mes contenus courts et pourtant j'ai toujours des monteurs qui les font. Tu vois. Mais parce que quand il y a un truc qui déconne, quand je veux changer un truc, je veux pas passer 10 heures à parler avec l'IA, je veux parler à un humain, je veux dire écoute, je veux ça, fais ça. Ouais.
Et l'IA en sera capable demain, hein. Ça ira vite et on va tous transitionner, c'est sûr. Mais à quelle vitesse Et à quel point on maîtrise aussi le rendu final, tu vois. L'adoption est beaucoup plus complexe que la révolution. Et la révolution est toujours shiny et dingue. C'est pareil avec le Web3. C'est ouf. Quand il pense, quand on t'explique ce que c'est vraiment la blockchain, c'est ouf. Bah après, il faut le temps d'avoir d'usage. Quand on regarde aujourd'hui, par exemple, la blockchain, effectivement, tu vois, la notion de tiers de confiance, les smart contracts, la techno derrière les NFT, tu vois, derrière, en dehors des images de singes, la techno qui est derrière, ça va pouvoir révolutionner les métiers de l'immobilier, les métiers de la banque, ça va pouvoir enlever tous les intermédiaires. Je ne sais pas quel est l'avenir des notaires, des choses comme ça, mais pour autant, avant que ce soit massivement adopté, il va falloir quoi, 15 ans, 20 ans, 50 ans en fait. Ouais. Exactement. Et j'ai encore une question avant qu'on transitionne un peu de sujet. Selon toi, quelles sont les 3 principales erreurs des entrepreneurs qui veulent lancer du média ? Je dirais 1, c'est de croire qu'on a quelque chose à foutre d'eux. On n'en a rien à foutre d'eux. On a quelque chose à foutre de comment moi je peux réussir à avoir une meilleure vie grâce à leur sujet, grâce à ce qu'ils vont dire. Je m'en fous d'eux. Vraiment, ça c'est un truc... et pas moi, hein, le public. Le public s'en fout d'eux. Et c'est vraiment important de le retenir. Le public, il est là pour ce que tu vas lui apporter, pas pour ce que tu es toi. Ça vient dans un second temps. La deuxième chose, c'est de faire le même sujet que le voisin et croire qu'on va avoir des résultats différents ou meilleurs. C'est pas le cas. Tout le monde fait des reels de motivation avec des vidéos très très hardcore, tout ce que tu veux. Tente-le peut-être dans une autre approche, dans un autre format. Ça a déjà été fait. Essaye d'aller chercher autre chose, même de très proche. Hein. Mais essaye d'aller avoir une petite touche de spécificité. Ça fait quand même ta différence sur ton positionnement. Et le dernier, c'est baser ses thèses et son personal branding sur l'opinion, sur des fondamentaux. Si jamais tu deviens le représentant, le leader d'une opinion, les gens vont te suivre. Et une opinion, ça peut être plein de trucs. Ça peut être les coachs devraient vivre de telle manière. Ça devrait être les entrepreneurs n'ont pas compris telle chose. Ça peut être vivre dans une ville, ça pose tel problème. Tu peux avoir plein d'opinions que tu défends. Il faut les défendre fort. Tu vois, il a un gros sujet sur le management et les compétences, Benoît Dubos. Je sais pas si tu vois à quel point ça transpire dans tout son personal branding. Et ça attire un profil de gens que d'autres entrepreneurs en ligne n'attirent pas. Parce que lui, il a ce sujet-là autour de la marque employeur, autour du bien-être employé, autour des compétences des collaborateurs. Après, il défend son business, mais ça reste un truc qu'on ne voit pas beaucoup. Ok, hyper intéressant. Aujourd'hui, le Crayon, c'est un média et aussi une entreprise. Vous avez plutôt bien géré les deux de concert par rapport au temps d'existence que vous avez. Hein. Merci. Pourtant, j'ai l'impression que vous êtes quasiment les seuls en francophonie. Il y en a d'autres, hein, mais il n'y en a pas beaucoup. Par rapport aux États-Unis, c'est plus commun. À avoir réussi à développer les deux ensemble. Pourquoi, selon toi, en francophonie, on a tellement de mal à monter les deux et où je vois des entreprises nulles en médias ou des médias qui sont incapables de monétiser ? Déjà, on y a mis une énergie de cinglé et à 4 associés. Et ça, je veux toujours que les gens qui trouvent ce qu'on fait, c'est vraiment cool et tout ce qui va avec et qui se disent putain, comme ils ont fait. Ils n'oublient pas qu'on est 4 associés très motivés. Ça te pose une boîte, hein, franchement. Hein. Ça va très 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 vite. Donc déjà il y a ça. Et après, dans la réflexion plus logique, plus intellectuelle de comment tu réussis à créer du média, tout ce que tu veux, il y a vraiment ce côté un créatif n'arrive pas à faire de business et un business n'arrive pas à faire de créa. Ça c'est la fondamentale de base. Mais en fait elle est plus profonde que ça. C'est pas qu'ils savent pas, c'est qu'ils veulent même pas en fait. Ça les fait chier. Quelqu'un qui sait faire de l'argent, qui est dans cette logique-là, à la fin, ça le fait chier de faire de la créa. C'est pas héroïste comme lui il l'entend. Et le créa, il a pas envie de faire de business. C'est pas aussi génialement original. Donc en fait, ça c'est le deuxième problème. Premier truc, nous, notre base, c'est qu'en fait, on a une capacité d'exécution et un volume d'heures travaillées de gens intelligents parce qu'on est 4 associés qui est énorme. Deuxième truc, t'as d'un côté le money maker qui veut pas faire de la création parce qu'en fait dans le fond ça le fait un peu chier de réfléchir à tout ça, et le créatif qui en fait ça le fait chier de faire de l'argent parce que c'est pas son truc. Et après derrière tu te retrouves à avoir la question de comment tu réussis à profondément lier les deux.
Et donc du coup, nous, c'est profondément lié les deux, on l'a pas encore complètement fait. Hein. On est encore qu'au tout début d'avoir lié les deux. C'est juste que nous, on a réussi à monétiser nos compétences, à monétiser nos savoir-faire et à créer des agences vraiment spécialisées qui dégomment des marchés. Mais j'ai l'impression, tu me diras si je me trompe, ouais. parce que je suis à côté de la plaque, c'est qu'en fait, le fait de créer le crayon en tant que média a nourri votre personal branding parce que chacun vous avez des choses à raconter. Et ensuite, aujourd'hui, c'est votre personal branding qui nourrit les entreprises. Mais que c'est pas encore le crayon qui nourrit les entreprises, ou du moins pas autant que ce que ça pourrait. Pour l'instant, on ne monétise pas l'audience directement. On monétise une toute petite partie de l'audience très affinitaire qui a envie de bosser avec nous. Mais on ne monétise pas l'audience comme si on avait une marque de vêtements ou ce genre de truc. Enfin, ça, parce que c'est justement le truc très facile et trop facile à faire. Et là, c'est un de nos gros sujets, c'est comment on réussit à créer vraiment un produit ou un service qui peut intéresser plus 0,1% de l'audience, mais 5, 10, peut-être 20% de l'audience. Ça va être notre gros sujet là, des 12 prochains mois. Et de ça, en fait, de cette réflexion-là, émerge une réelle passion commune qui est une passion de l'innovation. Et en fait, je pense que si jamais les entrepreneurs veulent faire du média ou les médias veulent faire du business, de l'entrepreneuriat, en fait, il va falloir qu'il y ait vraiment... on arrête de penser créa ou fric, mais on pense innovation. Entre l'entrepreneur qui va vouloir faire de l'argent et le média fan de créa, le point commun entre les deux, c'est la logique startup, en fait. C'est le tech et le CEO. Tu vois ce que je veux dire ? Le tech, il n'a jamais cherché forcément à faire de l'argent. Il cherche à faire un produit parfait. Je sais pas si tu as vu la série Spotify The Playlist. Non, pas encore. Il y a un épisode qui le montre très bien. Ouais. Le tech, il veut que ça soit gratuit. Comment ils seront payés ? Il s'en fout. Il veut que ça soit gratuit. Mais on le voit dans Silicon Valley, la série aussi. J'ai pas vu. J'aimerais beaucoup regarder. Et on voit effectivement le tech qui cherche le meilleur produit avec cette croyance qui est beaucoup chez les ingénieurs et consorts de si c'est le produit parfait, les gens viendront. Et de l'autre côté, tu as l'entrepreneur qui est en train de se dire non mais c'est bon, enfin MVP pété, on va déjà tester, si ça rapporte de l'argent, on verra pour le développer quoi. Exactement. Et ça, t'as la même tension entre un créatif et un entrepreneur, en fait. C'est la même tension qu'entre un CTO et un CEO. Okay. Et en fait, cette tension-là est une tension fondamentalement start-up, en fait. Et du coup, nous, c'est pour ça que notre ADN, même s'il n'est pas vraiment une start-up, notre ADN est très très start-up. C'est parce que nous, on a vraiment cette volonté de créer des trucs cool, créer des trucs impactants, créer des trucs importants, en fait. Et en fait, c'est cette volonté très très créatrice, en fait, qui nourrit le fait d'être capable de faire les deux. Parce qu'on est capable de, du coup, bootstrap une agence en 3 mois, on est capable de le faire. Après, on mettra peut-être 6 mois, 9 mois, 12 mois avant d'avoir un service top niveau. Mais on est capable de créer un truc fonctionnel, 8 sur 10, en 3 mois. Et dans quasi tous les domaines. On l'a fait avec Elise, on l'a fait avec la Founders Night. C'est vraiment ce truc-là. Et en fait, ça va être ça, nous, notre challenge. Moi, je suis passionné de contenu sur les réseaux sociaux et de construire des produits, tu vois. Et en fait, on va mélanger ces approches-là pour réussir à vraiment créer une boîte absolument géniale où, en fait, tu parles à une audience, l'audience te dit « Ouais, ben, on a tel et tel problème, de tout ce que tu veux », et tu lui crées la solution, tu vois. Ou tu lui crées une proposition de solution. Ça, je trouve ça ouf. Ça me passionne de ouf, en fait, ça, tu vois. Est-ce que c'est parce que vous avez toute cette philosophie-là que vous êtes capable d'adresser le grand public, les infopreneurs, bootstrappers qui mettent les mains dedans, qui se démerdent, qui veulent faire juste du cash, des grands groupes, des grandes entreprises? J'ai l'impression que tout l'écosystème autour du crayon vous a réussi à dégommer cette espèce de barrière invisible qu'il y avait entre le monde ultra-corpo classique et le monde infopreneur, on est là pour faire du cash et on s'en fout de tout. Qu'est-ce qui fait que vous avez dégommé cette barrière? Et même de manière générale, qu'est-ce qui fait qu'elle est en train de devenir de plus en plus poreuse, cette barrière, selon toi? Déjà, moi, je me rendais pas compte qu'elle existait. C'était la base du truc. Enfin, pour moi, une bonne partie des infopreneurs faisait partie des grands entrepreneurs au même titre qu'un patron de start-up. Ouais, okay. Et j'ai découvert en les fréquentant que c'était pas le cas, en fait. Pas que c'était pas le cas. Pas que c'était pas des très bons entrepreneurs, mais que c'était pas du tout les mêmes teams, en fait. C'était pas du tout les mêmes écosystèmes entre, en gros, les patrons de start-up, la génération dorée des grands groupes, tu vois, et des gens dans les grands groupes, et les infopreneurs. Et en fait, nous, on a juste parlé avec tout le monde sur la verticale de tout le monde crée de la valeur, en fait. Tout le monde crée de la valeur et tout le monde a des choses que les autres n'ont pas.
les infopreneurs ont la manière de communiquer au public, les start-upers ont la manière de construire véritablement des vrais produits de qualité, et les grands groupes ont la capacité de gérer des écosystèmes pour les faire tourner. Tout le monde pense qu'il y a l'écosystème start-up et infopreneur d'entrepreneuriat, mais tu as aussi l'écosystème grand groupe. L'écosystème grand groupe, ça va être plutôt l'entrepreneuriat ETI, l'entrepreneuriat lent, l'entrepreneuriat spécialisé, l'entrepreneuriat d'experts. Ça reste l'entrepreneuriat grand groupe. Quand tu as un cabinet de conseil, tu fais de l'entrepreneuriat, ce qu'on appelle de l'entrepreneuriat grand groupe. Ouais. C'est de l'entrepreneuriat corpo, costard cravate, 8h-20h, la défense, très sérieux, il n'y a pas de blague, tout ce que tu veux. Là où la start-up, c'est plutôt le deuxième, on a des nerfs, on se tire dessus, mais en fait, c'est n'importe quoi. On construit des boîtes vraiment ambitieuses, on va très vite, et on est qu'entre jeunes. Et tu as l'infopreneur, quoi, tu vois. Donc, on ne va pas construire une boîte basée sur une communauté et basée sur du contenu, tu vois. Et en fait, ces trois écosystèmes-là, c'était facile à réunir parce qu'en fait, tout le monde, en fait, dans les sphères un peu élevées, parle le même langage de l'ambition. Donc en fait, ils sont ravis de se rencontrer et ceux qui n'ont pas l'honnêteté intellectuelle ou l'ouverture d'esprit de comprendre ce qui se passe ailleurs, à terme, ils périclitent d'une manière ou d'une autre dans ces écosystèmes-là parce qu'ils ne sont pas ouverts au changement. J'ai l'impression que c'est des gens qui en fait avaient déjà envie de se rencontrer, qui se regardaient de loin, qui osaient pas trop venir se renifler et qui avaient besoin d'un tiers de confiance, qui disent bah tu vois, cet infopreneur, en fait c'est quelqu'un de smart, tu devrais lui parler même si toi tu as un grand groupe, même si toi tu as une start-up. Et j'ai l'impression que dans votre écosystème du crayon, vous avez réussi à faire ça en fait. Ouais, complètement, mais c'est peut-être pas pensé, stratégisé, mais c'était vraiment voulu dans le sens où on voyait bien que c'était ce qui était en train d'arriver. On voyait bien qu'entre un Joe Rogan et un infopreneur, la différence commençait à être fine. Entre un Jordan Peterson et un infopreneur, la différence commençait à être fine. Entre Elon Musk et les codes d'un infopreneur, la différence commence à être fine. Tu vois. Il lance les lance-flammes comme un infopreneur en tout cas. Tu vois, il a quand même construit un putain de lance-flamme. Enfin, je veux dire, faut... Bref, ce mec-là me fume. Et en lançant ce lance-flamme, il l'a fait avec les codes d'un infopreneur. Et je me dis, putain, mais en France... David Laroche, il est considéré comme, on va dire, l'espèce de coach Wish qui raconte des dingueries sur Instagram. Yomi Denzel, c'est le mec qui réussit à rendre tout le monde millionnaire, mais pas tant que ça. Et Antoine BM, c'est vraiment c'est le libertaire moine bouddhiste du capitalisme. Tu vois. T'avais pas grand-chose de non cliché par rapport à ça, de beaucoup plus subtil, alors que les choses étaient beaucoup plus subtiles. Et en fait, les entrepreneurs en mode start-up ou grand groupe ont commencé à comprendre les codes de ça. Donc, tu as eu les premiers, c'était des start-upers. Donc, ça va être Toinon Georget de Wallaxy, ça va être Guillaume Moubèche de Lemlist, ça va être Théo Lion de Kudak, Valran Mouliberto du Crayon. Et là, pour le coup, tu as commencé à avoir une deuxième génération du coup, d'entrepreneurs qui communiquent massivement, mais là, pour le coup, plus sur leur boîte, tu vois. Donc, ça aide à acquérir des clients, mais c'est un petit peu plus, tu vois. Et là, aujourd'hui, nous, on en signe pas mal avec le surligneur, tu commences à voir les entrepreneurs grands groupes, ceux qui ont des cabinets de stratégie en ressources humaines. Tu vois, moi, je comprends pas ce qu'ils font, quoi. Ouais. des gens qui ont entre 25 et 55, mais qui sont sur des trucs pointus, quoi, tu vois. Qui doivent avoir une image sérieuse. Qui encore, aujourd'hui, sont peut-être pas en cravate, mais en costard, tu vois. Et donc en fait, tu as eu toute cette chaîne, en fait, comme une courbe de l'adoption, en fait. Les innovators, c'était les infopreneurs, les early adopters, c'était les start-upers, et la early majority, c'est les entrepreneurs grands groupes. Et après, derrière, tu auras les salariés, et après, tu auras monsieur, madame, tout le monde. Tu vois. Surtout que quand on prend le temps de parler ou d'étudier l'écosystème à minima de gens comme David Laroche, comme Yomi, comme Antoine, etc., on voit quand même des putains d'entrepreneurs. Les mecs, ils sont bons, ils ont monté des grosses boîtes à leur échelle. Alors rien à voir avec les grands comptes et des choses comme ça, mais ils ont monté des grosses boîtes ultra bien pilotées, ultra cash flow positive, et sous prétexte qu'on a une certaine image du métier qu'ils font, moi je le vois pareil avec la mienne, on ne s'intéresse pas à ce qu'il y a derrière et c'est dommage. Mais c'est parce que les marges sont indécentes. Personne n'en parle. C'est ça pour le coup, c'est un truc qui me saoule un peu avec les infopreneurs parfois. C'est ouais, mais je comprends pas, je fais du bête de tâche, j'apporte de la bête de valeur, non, mais ouais, juste. Philosophiquement, la France a beaucoup de mal avec l'infoproduit à zéro coût de duplication. Les gens ont du mal avec ça. Ils se disent, je sais pas, t'as fait une masterclass de 1 heure, tu vas vendre cette masterclass 50 €, le 1200e qui paye ces 50 €, gros, c'est bon, offre-le.
Tu vois ce que je veux dire? Je défends pas cette mentalité-là. Je dis juste que les infopreneurs n'ont pas compris que c'était ça le sujet. Personne ne leur reproche, ne leur empêche, ne les critique de gagner 5 000 euros par mois, tout ce que tu veux. D'en gagner 50 ou d'en gagner 500 par mois, là, la mentalité française, quand c'est en mode franchement, c'est dur un peu. J'en parlais dans un podcast récemment avec Bill Kerr sur un podcast que j'ai fait il n'y a pas longtemps et où je disais effectivement en fait le propos c'est que surtout dans nos milieux l'argent c'est facile, il y a des gros EBITDA, des gros profits, on en gagne beaucoup et en fait d'un côté on éduque une toute petite portion du public à dire non mais les gars en fait 10, 15, 20 000 balles de profit par mois c'est facile en fait vous pouvez largement le faire et de l'autre côté en fait t'es confronté à une population qui crève de faim actuellement et en fait quand tu mets les deux côte à côte bah forcément ça marche pas. Ouais, c'est ça le truc. Et les gens ne veulent pas comprendre. Et en plus, pour être certains d'entre eux, ils l'utilisent en mode genre, en gros, je fais le descriptif très court, mais vous avez une grosse vie de merde, bah achetez ma formation et risquez d'avoir une vie encore pire pour peut-être avoir une vie un peu meilleure grâce à mes conseils. Ça s'appelle du loto. Non, mais surtout avec un truc qui m'énerve, c'est que certains infopreneurs, pas tous et pas les meilleurs, c'est important de le dire, mais en plus disent ça alors que si jamais tous les gens qui achetaient leur formation faisaient vraiment ce qu'ils disent, le marché serait beaucoup moins rentable pour les gens qui se lancent que ce que la personne a dit. Et qu'en fait, ils parient sur le fait que tu n'as qu'une seule personne sur 10 qui va vraiment exécuter. Donc ça, bon. C'est un truc avec lequel moi je me bats beaucoup parce qu'en fait, on a tout un angle de notre com qui est ce qu'on appelait les réussites ordinaires, à savoir en fait l'infoprenariat normal, c'est tu mises sur les réussites atypiques. Tu sais qu'il y a 0,01% de gens qui ont fait un truc extraordinaire avec ton offre, tu les mets en avant et tu dis vous pouvez tous faire ça. C'est faux en fait, factuellement, on le sait très bien. Et en fait moi j'ai décidé de miser, quitte à perdre un peu de part de marché au moins à court terme, tu vois, sur ce que j'ai appelé les réussites ordinaires. Quels sont les chiffres que 90% peuvent atteindre? Est-ce que ça vend pas beaucoup mieux? Ouais, sur une audience qui ne croit plus à rien, dans une crise de confiance que les marketeurs ils ont abusé, si ça vend mieux, mais on est quand même encore confronté, ou quand on est face à des nouveaux entrants acheteurs sur le marché, ils ont nous qui disent en fait sur 3 à 6 mois tu peux espérer faire si tu pars de 0 2 000 euros par mois, ce qui est déjà très bien, avec l'autre en face qui dit fais 30 000 en 30 jours. Un nouvel entrant sur le marché qui n'est pas encore éduqué, il va chez l'autre, c'est plus sexy. Et nous on se bat contre ça au quotidien. Ouais, c'est moins solide. Enfin non mais je comprends complètement. Mais tu vois, pour moi, ça c'est un des trucs, et je me rends compte avec toute l'expertise en opinion qu'on a développée avec le crayon, ou quotidiennement sur les réseaux sociaux, auprès de gens tellement différents, de politiques, d'influenceurs, d'entrepreneurs, d'artistes, de gens qui nous racontent des trucs différents. On vit dans des bulles, mais d'un niveau, les gens ne mesurent pas. Et nous, on se rend compte parce qu'on est dans plusieurs bulles différentes, tu vois. Mais j'en discutais avec un gars, un espèce de mastermind business où j'étais invité pour être speaker et tout. Et où le mec avait un marketing très très agressif et tout. Et je lui disais, mais comment tu te positionnes par rapport à ça? Comment tu vis avec un marketing très agressif? Est-ce que tu es ultra à l'aise avec? Est-ce que tu te dis c'est comme ça pour réussir à réveiller les gens, les sortir de la matrice, tout ce que tu veux? Et on s'est pas écharpé, mais on a pas mal débattu où genre, je disais genre un peu de décence, tu vois, en mode genre, tu dis ça, mais comprends qu'il y a... tel nombre de gens qui sont soumis sous le seuil de pauvreté, tout ce que tu veux, il me dit ouais mais ça c'est parce que les gens ils utilisent les mauvaises méthodes, tout ce que tu veux. Oui, c'est pas faux. Si jamais les gens respectaient vraiment un plan, ils gagneraient plus d'argent. Mais on sait très bien que les gens ils peuvent pas l'entendre si tu leur rentres dans la gueule en fait. Déjà. Et en plus, tu crées un bruit de fond et tu crées un FOMO pour certaines personnes qui sont très heureuses dans leur job à 1002, à 1008, à 2005, à 3000, enfin toutes les sommes inférieures à ce que vend l'infoproduit. T'as des gens qui gagnent leur vie comme ça et qui sont très heureux. Puis tu sais, il y a d'autres méthodes de gagner très très bien sa vie dont on parle jamais les infopreneurs parce que comme par hasard, elles sont un peu moins sexy et un peu moins shiny, bagnole, de luxe, ce que tu veux, mais c'est de faire des jobs manuels comme plombier, comme serrurier, comme ce que tu veux. Aujourd'hui, tu te débrouilles bien, tu exécutes bien dans ces milieux-là, tu es à 10-15K par mois en moins d'un an, hein, sûr et certain. Ouais, clairement. Pourquoi on n'en parle pas? Pour avoir un énième marketeur en tunnel de vente, pas sûr que le monde ait besoin de ça, en fait, tu vois. Et c'est ça qui me frustre parfois dans l'approche de certains infopreneurs et qui fait que j'ai toujours été du côté des infopreneurs sur le côté apporter de la valeur à la société, tout ce que tu veux. En revanche, c'est parfois ce manque de vision, ce manque de gros sens de la grandeur de ce que peut être leurs activités, tu vois. C'est pas une aspiration vers quelque chose d'un peu plus, tu vois. C'est un peu, moi, c'est une de mes rengaines, mais les plus grandes marques ont un message qui les dépasse. Et parfois, les infopreneurs n'ont pas un message qui dépasse les fais 10 000 euros par mois et puis vis en remote, tu vois.
J'ai essayé de contrer ça, tu vois, d'une manière... j'ai un peu essayé de détourner, si tu veux, parce que... Et comment tu l'as ressenti? C'est pas évident. Si je market beaucoup moins fort, j'ai beaucoup moins de clients. Ok, Ça, ok, d'accord. ça c'est des data. Hein. Par contre, je suis plus du Moins tout fort aligné... dans le discours. Ouais. Ok. Par contre, je suis pas du tout aligné avec faire des promesses que les gens peuvent pas atteindre. Donc en fait, maintenant, aujourd'hui, j'ai un postulat de... Écoute, viens, on va commencer à regarder comment gagner 1000, ensuite 2000, ensuite 5000, et ensuite on verra jusqu'où tu vas. Et en fait, ce que je dis aux gens, c'est tu peux rêver beaucoup plus grand que ce que tu crois, tu peux même l'atteindre. On va lâcher l'impuissance apprise par la société. Par contre, lâche prise sur le timing. Tu vas pas gagner 30 000 balles par mois dans 30 jours. C'est pas possible. C'est 0,0001% de planète alignée qui fait que. C'est quand t'as le marché avec toi, quoi. Ouais, vraiment. Et encore pas que, il faut aussi l'audience. Et en général, ils ont le background. En fait, ils ont déjà fait 3 formations avant. Les gens qui ont des résultats atypiques, ils ont une situation atypique. Et donc, en fait, ça maintenant, on a essayé de le dire. Donc, voici la moyenne de nos clients. Aujourd'hui, on peut le dire, on l'a mesuré il n'y a pas longtemps. Nos clients, ils font en moyenne entre x2 et x3 du prix de la formation sur les 6 mois avec nous. Il y en a qui font beaucoup plus. Il y en a qu'on accompagne plus longtemps parce qu'ils font un peu moins. Mais en moyenne, c'est ce qu'on a. Donc en fait, on sait que notre produit il est rentable pour les gens. À partir de là, non, ils ne font pas 100 cas par mois en 30 jours, c'est sûr. Pourtant, tu me connais, hein, tu sais que je suis très ambitieux et tout. Moi, j'aurais acheté ce discours-là. J'aurais jamais acheté le 30K en 30 jours. Ouais, bien sûr. Jamais. Jamais parce que forcément, c'est toujours un peu tentant, mais tu sens la douille. On l'a trop vu venir. Ouais, bien sûr. Et en vrai, on l'a trop vu venir. Genre vraiment, c'est le premier truc qui te traverse le cerveau quand quelqu'un me dit 30K en 30 jours, c'est yes, c'est exactement sûr que ça va m'arriver. Enfin, c'est vraiment genre... Derrière, il y a du marketing qui est bien ficelé en fait. Ouais, d'accord, mais enfin... Qui fait sauter les objections une à une, etc. En fait, Orelsan, comme Orelsan dit, hein, si c'était si facile, tout le monde le ferait, qui tu serais pour réussir là où tout le monde a échoué. Enfin, il y a un moment, si jamais le salaire médian en France, c'est à 1008 et tout ce que tu veux, il faut commencer à se poser des questions sur la structure de la société. Hein. Faut comprendre que tout n'est pas si facile, tout n'est pas si long terme. Et puis sur les infoproduits et les infopreneurs aussi, j'aimerais quand même parler et faire passer un message, en tout cas s'il y a certains qui nous écoutent là-dessus. Attention au long terme. Coffrez de l'argent, investissez, managez bien vos affaires, développez des compétences, réinventez-vous. Attention. Le marché il se retourne, les sujets sont plus les mêmes, vous êtes plus expert, vous perdez votre truc, il y a un bad buzz sur vous. La régulation. Juste en fait, à un moment, l'État regarde, il a commencé par les influenceurs, il commence à regarder de plus en plus les infopreneurs, il va commencer à regarder les coachs, et à un moment ils vont réguler en fait, hein, c'est tout. Comme dans tous les domaines. C'est-à-dire quoi que l'État va devoir certifier que t'es un bon vendeur de formation? Je sais pas ce que ça va donner pour avoir le droit de... Ouais, c'est ça, ouais, c'est le tampon. Tu as le droit de vendre des formations. Toi, tu n'as pas le droit. Tu es baptisé chevalier de l'infoproduit français. Putain. Et puis c'est quoi? C'est l'État du coup qui est compétent pour juger ce que tu es censé apprendre aux gens. On voit aujourd'hui avec les organismes de formation, les Calliope, les Datadoc, les CPF, les machins, les non, trucs. mais que l'État ne permette pas de financer ta formation parce qu'il ne valide pas ton travail, c'est fine. Enfin, moi, j'ai aucun problème avec ça parce que l'État va pas non plus payer pour qu'il y ait des types qui disent 30K en 30 jours. Oh, il y en a. Il y en a qui y arrivent. Mais en revanche, que l'État ne peut pas... Enfin, je suis libre d'acheter ton produit si jamais je veux acheter ton produit. Enfin bref. Ouais, ça c'est un débat, on pourra continuer longtemps. Et puis franchement, on va pas aller dans le détail de ce que tu apprends dans certaines écoles du supérieur parce que... C'est mon gros sujet, ouais. Tu fais des masters. Je sais pas si tu as entendu parler de ce truc. Des écoles qui vendent des masters. E-R-E. Avec un accent sur le E, tu sais. C'est quoi? Bah, en fait, c'est des masters, mais pas validés par les diplômes européens. D'accord. Bon. Master. Ça me fume, ça. J'ai une dernière question pour toi. Ouais. Après tout ce qu'on s'est dit là, si tu avais un conseil à donner aux gens qui nous regardent par rapport à notre conversation et par rapport à ton expérience de développement du crayon en tant que cofondateur, qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Bah, avant, j'ai une autre question. Quel est le persona-type à qui t'as envie de dessiner ce genre de conseils? Parce que c'est quand même pas toujours les mêmes stades. C'est un indépendant qui, forcément, dans mon audience, va être majoritairement coach, thérapeute, infopreneur. Mais pas que. Hein, j'ai des solopreneurs, j'ai des freelances, j'ai des petites agences, des choses comme ça. Qui veut développer son revenu, qui se rend bien compte que le copywriting et le marketing agressif, ça va un temps, ça fait faire un peu de cash, mais sur le long terme, c'est pas viable. Et qui se pose la question de OK, comment je fais pour être vu sans trahir mes valeurs, sans travestir ce que j'ai envie de faire et sans me coller au cul un métier que je vais pas aimer. Moi, je pense que c'est d'utiliser en fait le sens, pas la passion dans le sens
le kiff quotidien de faire un truc, le sens dans le sens l'utilité qu'on ressent à faire ce qu'on fait, parce que quand on est coach, je pense qu'on doit ressentir une utilité de dingue dans son job. Hop là, ça va toi? Utiliser le sens qu'on va ressentir au quotidien comme levier de notre marketing, en fait. Donc de mélanger vraiment les deux. Typiquement, avec le crayon, je ressens une incroyable utilité à faire en sorte que des gens viennent me voir spécifiquement pour me dire je pensais A, et grâce à tout le travail que vous faites avec le crayon, que ce soit sur vos propres personal branding ou sur le média, mais surtout sur le média, je pense B. Et ça, pour moi, c'est un truc incroyable d'avoir permis aux gens de changer d'avis, et d'un côté ou de l'autre, hein, d'une idée politique à une autre, d'une vision d'un sujet à un autre, enfin, j'ai pas et dans les deux sens, hein, j'ai pas de sens préféré. Juste la fluidité des idées est quelque chose qui me rend extrêmement fier dans ce qu'on fait. Et je pense que pour un coach ou un thérapeute, réussir à se dire qu'est-ce qui me rend très fier, ok, ça me rend très fier d'avoir vraiment aidé cette personne à être beaucoup plus alignée sur ses objectifs. Et après, deuxième étape, utiliser ce retour du terrain et de qualité, et en même temps, ce qui nous rend très fiers, de l'utiliser comme du marketing. Le crayon, ça a une puissance incroyable sur les changements d'avis et l'opportunité que tu as de remettre en question les idées préconçues que tu avais. Et on est fier de ça, et on vend ça. Et de l'autre côté, pour le coach ou le thérapeute, de se dire, moi, je suis vraiment heureux de faire en sorte qu'il y ait des gens qui se retrouvent à avoir un parcours de vie vraiment changé grâce à moi. Et en fait, d'en faire une cause, de faire un marketing comme si tu le faisais soit en tant que service public, soit en tant qu'association. Un marketing de valeur, incarner vraiment sa mission. Exactement. Un marketing de mission. Et je pense qu'avoir un marketing de mission, dans une époque où il y a de moins en moins de sens et où tout le monde raconte de plus en plus n'importe quoi, je pense que c'est quelque chose qui peut être incroyablement puissant et en plus avec lequel on se sent très aligné. Je pense plus on va avancer dans les frénésies technologiques, les peurs de guerre mondiale, parce que là, il y a quand même la monnaie des BRICS qui va arriver, donc ça commence quand même à sacrément se tendre, plus la frénésie technologique avec l'IA. Tu vis dans une époque qui va être pas simple, qui va être stressante pour beaucoup de monde, avec peu de gagnants. Réussir à avoir un message qui est fondamental, beaucoup plus que incrémental, tu vois, un message qui touche aux tripes, ça peut être quelque chose de vachement intéressant et de vachement important. Et surtout, je pense que c'est le meilleur antidote sur le fait de durer que 1 an et 2 ans et de plutôt durer 5 ans ou 10 ans. Antoine BM a été un des premiers, voire même un des seuls de l'infoproduit à maintenir ce discours de vision, ce discours fondamental autour juste de la liberté géographique et temporelle. Et il a vraiment tout fait là-dessus en disant même 5000 par mois, c'est déjà génial, c'est déjà incroyable, on envoie de la force. Ça a été très beau. Et moi, si je devais acheter une formation d'infoproduit, c'est le premier que j'irais voir. Par cette confiance que j'ai dans son produit, parce qu'il me martèle le même discours, il a la même vision. Et en fait, c'est ça qui est fort. Si tu as la même vision sur autant de temps, ton produit et ton marketing, il est résilient. Il a eu le temps de se construire sur des années. Bah écoute, très bon mot de la fin. Merci beaucoup pour ton temps, Valran. Merci beaucoup, Jérémy. J'invite tout le monde à aller regarder le crayon, parce que ça vaut vraiment le coup, il y a vraiment des belles choses à faire. Il y a des choses vachement intéressantes. Et moi, je voulais te remercier pour l'invitation, parce que je trouve qu'il y a une approche cool dans le côté un peu, on va dire, coach et tout. On sent qu'il y a une maîtrise aussi même de ton propre métier dans lequel tu es, donc ça fait plaisir. Bah écoute, merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Ce podcast est édité par Coleman Media, un label de podcasteurs spécialisé pour les coachs, les professions d'accompagnement, les consultants. On édite des podcasts, des newsletters, des médias aux côtés de ces coachs et de ces indépendants. Coleman Media étant une branche de l'entreprise Coleman Publishing qui, elle, propose de l'accompagnement. Si vous voulez en savoir plus sur tout ça, n'hésitez pas à regarder les liens dans la description. À bientôt.